Et donc, cette intervention intitulée Dans la pénombre des clochers, le patrimoine campanaire en Vendée, avec Arnaud Jolin, maître de conférence à l'université, enseignant à la faculté de droit de Bordeaux, et, je le rappelle, correspondant également en Charente-Maritime pour la Fondation pour la sauvegarde de l'art français. C'est à vous, vous avez 20 minutes. Monsieur le Président, messieurs les abbés, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord, avant de vous parler des cloches de Vendée, vous dire, n'étant pas vendéen, combien, en montant dans vos clochers, dans la vingtaine de clochers que j'ai pu parcourir cet été et les années passées, combien j'ai été bien reçu par les affectataires, par les maires, par les secrétaires de mairie. Et je voudrais remercier particulièrement Laurent Blanchard, bien sûr, Claire Durand, et puis les abbés, notamment les pères Robineau et Bassompierre, pour leur écoute, pour leur disponibilité, pour leur accueil. Et je fais un petit signe à Antoine Chapeau de la Chanonie, où je suis allé plusieurs fois parce que les notes des cloches nous posaient problème. Nous n'arrivions pas, malgré un très bon musicien à mes côtés, à déterminer si c'était un fa dièse ou un sol. Et quelquefois, même avec des musiciens avertis, des flûtes, des appareils électroniques pour vérifier les notes, c'est difficile. Donc je remercie ces personnes pour leur patience. Je ne pourrais pas citer tout le monde, mais j'ai passé de très bons moments avec eux cet été. Alors, les États généraux du patrimoine religieux sont une occasion rare, de porter un regard renouvelé, appuyé, sensible sur un patrimoine qui est peu connu. Les cloches sont souvent oubliées des historiques, dans lesquels sont cités, pardonnez-moi, cher maître, mais bien souvent tous les jeux des orgues, bien souvent sont décrits les vitraux avec beaucoup de détails. Les trésors sont aussi oubliés, malheureusement, mais peut-être par sécurité. En tout cas, les cloches figurent dans peu d'historiques d'église. La collection La Grâce d'une cathédrale, merveilleuse collection menée sous la conduite de l'archevêque de Strasbourg, a rattrapé un peu ce vide, mais les cloches demeurent souvent, comme vous le disiez, cher Thomas, dans la pénombre des clochers. Et je veux vous inviter à un petit voyage dans le temps et dans les clochers de Vendée. Première image, vous la connaissez tous, cette image de la flèche de la cathédrale de Luçon. Jean-Michel Legnaud rappelle dans les cathédrales au XIXe combien la flèche est emblématique de la reconstitution de l'Église, combien elle est symbolique de la puissance d'une Église qui a relevé la tête après la Révolution. Les cloches sont souvent entendues, vous les entendez quand elles sonnent encore, mais elles sont souvent peu visibles, peut-être ce qui justifie une partie de l'oubli qu'elles subissent. C'est pourtant un symbole de la civilisation chrétienne, et vous le noterez, lors des épisodes de coronavirus en mai 2020, les cloches de la cathédrale de Luçon notamment ont sonné, comme un certain nombre de cathédrales en France, pour remercier les personnes qui ont confectionné des masques. C'est donc un objet qui n'a pas été totalement oublié et qui sert également à des usages de la vie civile. Partons en excursion, comme le diraient les antiquaires du XIXe, une excursion qui va me permettre de replacer les cloches et le patrimoine campanaire dans un contexte. Car une sonnerie, on appelle sonnerie ce qui est un ensemble de cloches, mais ça peut être une sonnerie qui est constituée simplement d'une, deux, voire 6 cloches. Ça arrive, 7 cloches en Vendée, puisque vous disposez d'un patrimoine exceptionnel. Je veux vous dire que les sonneries en Vendée, mais comme partout en France, sont aussi une ambition sonore, une ambition esthétique, une ambition symbolique également pour un territoire, une ambition de pouvoir pour les maires ou les curés qui s'attellent à les constituer. C'est plus qu'un signe de ralliement des chrétiens. C'est un son, ça n'est pas un bruit. Une cloche qui sonne produit une note de musique, une note esthétique, comme quand vous appuyez sur la note d'un orgue ou tout instrument de musique. C'est un son commun qui dépasse également l'Église, et je tenais à le souligner parce que, voilà, c'est une manière aussi pour l'Église de rayonner hors de la sphère du bâtiment cultuel. On va commencer par notamment une cloche historique que vous connaissez peut-être, qui n'est pas la plus ancienne de Vendée, celle de Châteauneuf. Châteauneuf, qui date de 1487. Vous arrivez à voir, c'est assez gros, les inscriptions gothiques. Très belle cloche, avec une belle patine, c'est-à-dire une couleur, qui est le propre du temps et du passage du temps. C'est une petite cloche qui ne fait que 80 cm de diamètre, c'est-à-dire on commence avec des petits instruments, puisque à cette époque, on ne maîtrise pas forcément de manière excellente les techniques de fonte, même si au XVe siècle, c'est déjà très abouti par rapport à ce que c'était encore au XIIe, mais on a des instruments qui coûtent cher, parce que le bronze est une matière chère. Je voudrais souligner sur cette cloche un remploi
potentielle, on ne sait pas encore, il y a un débat entre les historiens au XIXe siècle sur cette question, puisqu'elle comporte non seulement des inscriptions qui ont été coulées en même temps que l'objet lui-même, mais à la cire perdue, mais des inscriptions qui, en plus, je crois, ont été gravées par la suite. Et donc peut-être un remploi d'une cloche qui viendrait d'ailleurs, et je mets là l'accent sur des cloches qui bougent beaucoup. La plus ancienne cloche de Vendée, on le verra tout à l'heure, c'est la cloche de Fontenay-le-Comte. J'y reviendrai à plusieurs reprises, tant elle est emblématique. Elle date de 1466 et c'est un instrument exceptionnel. C'est l'une des 15 plus anciennes cloches du Grand Ouest, c'est-à-dire que j'ai pris, pour faire des comparaisons, les 9 départements du centre-ouest, en allant de Rennes jusqu'à Bordeaux. Globalement, j'ai fait le tour de la Vendée, en prenant le Maine-et-Loire, bien sûr les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde, et puis l'Île-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. Saint-Venant est une cloche à Fontenay qui date de 1466. 1466. Imaginez-vous, on n'a pas encore découvert les Amériques et l'Empire romain d'Orient vient juste de chuter. C'est quand même exceptionnel d'avoir un instrument qui continue à sonner, dont le son n'a pas été altéré. On me pose souvent la question de savoir si des cloches, à force d'être sonnées, sont usées et perdent leur son. Non, une cloche produit globalement 98% du son qu'on peut être entendu par les rois de France, par le peuple. Et donc c'est un instrument sonore qui est extrêmement précieux parce qu'on n'a pas d'enregistrement sonore. Les tissus disparaissent, les parfums se perdent, mais les enregistrements sonores, d'une certaine manière, peuvent perdurer au travers de certaines cloches. Saint-Venant, vous l'avez compris, c'est un des patrons de la ville de Fontenay, je crois, ou en tout cas une chapelle lui est dédiée. Saint-Venant est une cloche exceptionnelle à plusieurs titres. Il y en a une deuxième qui est aussi très importante, qui n'est pas en Vendée, qui est à La Rochelle, qui est de 1476, qui est un peu plus grosse, le double, mais Saint-Venant fait déjà en 1466 plus d'une tonne, ce qui est déjà remarquable, une tonne de bronze, et je vous reparlerai de Fontenay pour vous dire combien c'est un territoire précieux. Alors, vous voyez dans cette répartition chronologique, je ne vais parler dans un premier temps que des cloches historiques. Vous voyez la répartition, on a beaucoup de cloches de la fin du XVIIIe siècle, naturellement, la grande majorité. Je suis parti d'une base, de la base des paroisses qui sont devenues communes sous la Convention, 331 paroisses créées sous la Convention. Aujourd'hui, j'ai compté, peut-être que je me trompe parce que les fusions sont quelquefois complexes à gérer et à digérer en Vendée. En 2024, je comptais 255 communes. Donc vous voyez un peu moins de communes qu'il n'y avait de paroisses. Et si l'on compte une moyenne de 2 à 3 éléments, c'est-à-dire 2 à 3 cloches en moyenne par clocher, ça fait un total entre 650, je dirais qu'on pourrait aller jusqu'à 800 cloches au total dans les clochers de Vendée. Sur ce quota, sur ce chiffre assez important de cloches en Vendée, il n'y en a qu'une soixantaine qui sont de l'Ancien Régime, c'est-à-dire antérieures à la Révolution. Si on élargit un peu la chose jusqu'au début du XIXe siècle, en prenant en compte tout ce qui se passe jusqu'à la Restauration, avec le début du XIXe siècle, on inventorie à peu près 70 cloches, 69 cloches exactement, civiles et religieuses, qui présentent un intérêt historique pour leur ancienneté. Parmi ces 69 cloches, 26 sont classées, 22 sont inscrites, 4 en cours d'instruction et 17 repérées dignes d'intérêt. Et d'après ce que j'ai pu voir physiquement en allant sur les lieux, certaines auraient peut-être disparu. Ce n'est pas surprenant. Des objets sacrés protégés peuvent aussi quelquefois malheureusement disparaître. En réalité, en 2024, réellement protégées, il n'y aurait que entre 48 et 50 cloches, ce qui représente 8% du nombre des cloches de Vendée, vous voyez, ce qui n'est pas un chiffre énorme. En Charente-Maritime, on est à plus de 30%. Il y a en termes de communes, pas en termes de nombre de cloches. Donc il y a des différences qui sont importantes et on va voir pourquoi. Donc 2 cloches du XVe siècle en Vendée, 5 du XVIe, notamment à la Genetouze, une cloche qui a une forme oblongue, donc qui a conservé des caractéristiques physiques qui sont celles du Moyen-Âge, qu'on appelle en pain de sucre, une cloche qui fait 62 cm de diamètre, vous voyez, c'est encore tout petit. Et puis on en trouve également à la Réhorte et dans d'autres clochers. Répartition typique de ce qu'on trouve dans les clochers de France, c'est-à-dire qu'une grande concentration de cloches qui subsistent, qui viennent de l'Ancien Régime et surtout de la fin du XVIIIe siècle. 41 sur les 69, vous voyez, c'est très important en termes de proportion. Comment est-ce qu'on accède à la connaissance des cloches et du patrimoine campanaire ? Je vous ai mis un dessin, un relevé d'inscription de Benjamin Fillon dans ses recherches historiques et archéologiques sur Fontenay, relevé qui date de 1846.
pour souligner combien l'inventaire est loin, l'inventaire avec une majuscule, après Malraux, ou l'inventaire au sens plus large que nous pouvons effectuer, est loin d'être exhaustif. Il est bien amorcé en France, mais on est loin de connaître toutes les cloches qui sont dans les clochers en France. Les premières approches sont faites sous l'angle principalement épigraphique, c'est-à-dire les inscriptions et les décors qui sont sur les cloches, sigillographiques aussi, parce que les armoiries étaient très étudiées par les antiquaires du XIXe siècle. Je pense à des gens que vous connaissez bien ici en Vendée, comme René Valette, dans la Revue du Bas-Poitou, ou Joseph Berthollet, un des premiers campanologues de France, qui ont mis en place un certain nombre de réseaux de correspondants qui ont pu relever les inscriptions de leurs clochers, leur faire remonter, et ça a été ensuite publié, pas de manière très organisée, mais enfin, c'est au moins une des premières sources d'entrée dans la connaissance du patrimoine campanaire. Aujourd'hui, il y a une société au niveau national qui s'appelle la Société française de campanologie qui tente un inventaire général. Ça n'est pas le ministère de la Culture qui l'a mise en place. À mon grand regret, si un jour j'ai la chance de rencontrer un ministre de la Culture, je suggérerais peut-être qu'il y ait un organisme national qui puisse fédérer une base commune et que ça ne reste pas, même si c'est remarquablement bien géré, mais dans la sphère privée, parce que sait-on jamais si un ordinateur s'abîme, voilà, il faut que ça, à mon sens, la connaissance devrait rentrer dans le domaine public. On a connaissance des cloches par des ouvrages historiques, des archives paroissiales, monsieur le conservateur, vous l'avez cité à l'instant, par des témoignages également, beaucoup de mémoires. Localement, les gens que j'ai pu rencontrer témoignent d'une cloche qui a été fondue à telle époque, le souvenir d'un baptême. Et puis, on dispose, chose très précieuse, des registres de fonderies des grands fondeurs de France, au XIXe siècle notamment, pas sous l'Ancien Régime malheureusement, qui nous permet d'avoir une connaissance assez aboutie pour certaines fontes. Quels sont les critères de distinction d'une cloche? Comment est-ce qu'on les hiérarchise d'une certaine manière? Je dirais d'abord l'ancienneté, la taille, le poids, les décors, bien sûr, l'affectation, la qualité sonore, une histoire particulière des commanditaires particuliers, son état de conservation, ses équipements également. Mais les visites sur site sont indispensables, notamment pour établir la note des cloches, je vous l'ai dit. L'accès aux cloches est relativement difficile. Difficile pour des tas de raisons, pour des antennes téléphoniques aujourd'hui qui rentrent dans les clochers partout, des sources éparses, je vous l'ai dit, des relevés pas toujours fiables, mais surtout les cloches ont tendance à disparaître, à être refondues, à passer d'un clocher à l'autre, c'est assez régulier. Et puis il y a un aspect très sensible. Quand vous demandez à accéder à un clocher, on vous regarde souvent assez bizarrement. Qu'est-ce que vous voulez faire de nos cloches? Qu'est-ce que ça peut intéresser, les cloches? À l'hôpital psychiatrique à La Rochelle, pour ne pas donner d'exemple, on m'a fait patienter un certain moment, et puis on est revenu gentiment me parler en penchant la tête, en me disant « Êtes-vous impatient, monsieur ?» Donc, voilà, outre les questions d'aspect physique au clocher, l'état des planchers, les animaux, les oiseaux, la hauteur, il y a aussi des petites réticences d'ordre intellectuel ou des manques de compréhension. Ce n'est pas grave, ça fait partie de l'anecdote de la façon de montrer dans les clochers. Donc je veux souligner l'importance de croiser les données. On n'a pas un inventaire exhaustif en France, mais le patrimoine incontournable est connu. Je vous ai mis une carte des cloches historiques de Vendée avec, oui c'est celle-ci, oui, vous voyez une concentration plutôt dans le sud, et puis dans le nord du Bocage. Bon, certes, il y a des communes qui ont des tailles différentes, mais il y a quand même une concentration dans le sud. Est-ce que les gares de Vendée ou d'autres, on va avoir des explications? En tout cas, je vous montre que c'est pas équilibré dans la répartition du département. Je veux souligner combien les cloches sont un langage codé, complexe. Elles comportent plein d'affects. Être sonné est un honneur, ne pas être sonné est un déshonneur, encore au XXe siècle. On sonne les naissances des rois, l'affirmation des pouvoirs. Elles représentent les tensions entre les curés et les maires. Bref, elles sont pleines d'émotions, en plus de leur dimension artistique et politique. Cette carte des cloches de Vendée montre aussi que les grandes villes ne disposent pas de cloches historiques. Fontenay, les Sables, non, pas de cloches historiques. Pardon, excusez-moi. Fontenay, si, est la seule ville qui comporte des cloches historiques et 2 cloches, très belles cloches du XVIe siècle. Une affectation majoritairement religieuse, je vous l'ai dit. Vous avez aussi en Vendée des particularismes très intéressants, notamment des cloches de navires, qui ont malheureusement disparu depuis, à Noirmoutier. Je vais avancer. Vous avez là des inscriptions de la cloche Saint-Venant à Fontenay avec le Christ, vous voyez, nimbé avec une âme crucifère.
une des plus anciennes cloches de la région, puisque vous trouvez des cloches plus anciennes à Poitiers, une cloche d'avant 1386, mais vraiment pour le Poitou, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, des relevés d'inscription, vous voyez, avec quelques décors. Vous noterez la présence de boulons métalliques qui ont été ajoutés, malheureusement au XIXe siècle, qui fragilisent les cloches. Qu'est-ce qu'on trouve d'écrit sur ces cloches ? Vous voyez, une des inscriptions du XIXe siècle, bien sûr les dédicaces au saint patron, mais souvent, sous l'Ancien Régime, bien sûr le nom des prêtres curés, des recteurs, des barons qui affichent tous leurs titres, tous les titres de leur château, de leur seigneurie, de leur châtellenie. Quelques militaires, des titulaires de charge, souvent autour de Fontenay, autour des villes qui comptaient sous l'Ancien Régime, des gens de robe. C'est un peu la course aux honneurs. Sur une cloche qui est récupérée, qui est actuellement à la préfecture de La Roche, vous trouvez même mentionné un marchand panachier, c'est-à-dire plumassier. On est certain que la cloche vient d'une ville, parce que ce n'est pas forcément à la campagne que ce type de profession est le plus répandu. J'avance sur les fondeurs, une soixantaine de fondeurs identifiés en Vendée, entre 1466 et 2023. Vous voyez, c'est une cloche qui est au Sable d'Olonne, sarrasin au début du XIXe siècle. Une soixantaine de familles identifiées, dont des dynasties, comme pour les orfèvres, qui ont un quasi-monopole pendant certaines périodes de la fonte, des fondeurs itinérants, et je voudrais souligner le monopole à partir du XIXe siècle de la famille Bollé, qui font quasiment 76%, plus de 546 cloches, des cloches du XIXe siècle qui ont pu être identifiées. Ils inondent le marché, ils sont du Mans, et surtout, grâce à l'arrivée du train au Mans, on l'a souligné pour d'autres objets, ils font en sorte que la fonderie monte en qualité, on peut creuser des fosses fixes, on peut surtout avoir des ponts roulants pour soulever des grosses cloches. Enfin, ça, c'est vraiment l'entrée dans l'industrialisation. La marque d'un fondeur. Et puis, oui, je veux dire un mot d'un certain nombre de cloches qui sont des cloches, je dirais, à moitié civiles, à moitié religieuses. Vous allez comprendre pourquoi, parce que certaines sont affectées à des chapelles, mais ce sont surtout les cloches de château sur lesquelles je veux mettre l'accent. Beaucoup de petites cloches qui sont des cloches très précieuses dans un certain nombre de vos propriétés en Vendée. Celle-ci est celle de la Chaboterie. Elle date de 1783. C'est une cloche qui a heureusement été classée. Mais on connaît les armoiries, tout est identifié, mais plusieurs châteaux en Vendée comptent des cloches très intéressantes. Vous en avez au château du Fougeroux de 1627, et surtout la cloche du Bois-Tissandeau, qui est maintenant à l'Historial de Vendée, dont je ne veux pas me priver de dire tant elle est belle, parce qu'elle est chrétienne et qu'elle est pour l'au-delà. J'ai été commandé par Dame de Hillerin, veuve de défunt messire Claude Olivereau, sieur du Bois-Tissandeau, pour être mise à la chapelle du Dilieu, pour convier ceux qui m'entendront à venir prier Dieu pour le repos de l'âme du défunt seigneur du Bois-Tissandeau et de Marie de Hillerin quand elle sera allée de vie à trépas. Donc beaucoup de poésie aussi sur les cloches. On a des poètes qui composent des choses. Je vais m'émanciper de mes notes pour aller vraiment à l'essentiel, parce que voilà, vous avez notamment à Saint-Nicolas, Saint-Jean maintenant de Fontenay-le-Comte, une cloche très intéressante qui comporte des abréviations que Louis Cazobon a réussi à déchiffrer, puisque le parrainage, c'est un parrainage de cette cloche de la famille Viette, de la famille du mathématicien, donc c'est quand même prestigieux. Et puis un moulage au naturel d'une feuille, ça c'est fantastique, c'est une cloche de la fin du XVIe siècle. Là, on est à Saint-Révérend, vous voyez, deux petits moines qui sont de part et d'autre de la cloche qui est composée de rinceaux. J'avais mis cette cloche pour montrer la patine. Vous voyez une cloche ébréchée, Saint-Médard de Fontenay. Les cloches s'usent, ça dure à peu près 200 ans, donc ça s'abîme assez vite. Je voulais vous montrer la répartition des fontes en Vendée. Ça, c'est extrêmement emblématique. Vous voyez que le pic se fait à partir de 1848-1850, et c'est tout à fait logique, puisqu'il y a une merveilleuse sonnerie qui est constituée à la cathédrale de Luçon, avec un bourdon qui s'appelle Reine des Anges, qui fait 5420 kg, et qui est une cloche remarquable, que vous entendez toujours, avec une sonnerie de 6 cloches, du fondeur Bollé du Mans, qui est un fondeur accordeur, c'est-à-dire qu'il sait faire les notes dès qu'il pousse ses cloches, qui sont quasiment justes. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire au XIXe siècle, quand on a tâtonné pendant des siècles pour avoir une note très précise. Cette sonnerie de Luçon est d'autant plus merveilleuse qu'elle a une histoire fantastique. Vous avez souligné la présence de Monseigneur Baïès très fort en termes de commandes d'objets liturgiques. Monseigneur Baïès, on trouve l'explication d'une partie de la sonnerie de la cathédrale de Luçon sur la cloche du Carmel, qui a été fondue en même temps, bénite en même temps.
pas dans le même lieu aujourd'hui, bien sûr, et puis pas dans le même lieu très rapidement, qui explique que Monseigneur Bayès a fait traduire un ouvrage en latin, un ouvrage de Jérôme Magius, pour que le fondeur Bollée, qui commençait, il avait une vingtaine d'années, puisse se perfectionner dans l'art de la fonte des cloches. C'est un ouvrage qui a été traduit par le chanoine Bourbon et qui permet... qu'est-ce que ça veut dire derrière? Il est certain que Monseigneur Bayès avait un lien et sans doute une admiration pour ce fondeur. Il connaissait le fondeur Ernest Bollée, qui est venu à Luçon, on le sait. Il le connaissait, et je suis persuadé que la fonte de la sonnerie de la cathédrale de Luçon est sans doute liée à celle de la cathédrale de Nantes. Il y a des copies qui se font de petite paroisse en petite paroisse sur tout le XIXe siècle, mais il y a ce que j'appelle un effet cathédrale, tant en termes de nombre que de copies. La cathédrale sert de modèle à une partie de la Vendée. Combien de cloches dans des clochers s'appellent Notre-Dame des Anges comme Reine des Anges à Luçon? C'est typique. Vous avez des dizaines de cloches, que ce soit à Saint-Christophe-de-Ligneron ou ailleurs, qui reprennent le même nom. Donc il y a une copie des notes, il y a une copie des sons, bien sûr pas des poids ni des tailles. J'avance. C'était la carte des Bourdons pour vous montrer que 1847, vous êtes en Vendée parmi les villes qui comptaient. Charente-Maritime ne compte pas, le diocèse de La Rochelle a une cloche de 2 tonnes, alors que vous disposez de plus de 8 cloches de 2 tonnes en Vendée. C'est-à-dire, et nous, j'ai envie de dire, elle est à Sainte-Eutrope à Sainte, elle est dans la basilique, elle arrive en 1874. Vous, dès 1847, vous disposez d'un bourdon de 5 tonnes. C'est énorme. Regardez les bourdons de Bordeaux, si vous arrivez à lire les dates, ou les bourdons de Nantes, ils sont souvent postérieurs. Un peu plus gros, mais postérieurs. Voilà Reine des Anges, vous allez l'entendre dans un instant. Ça, c'était la répartition des poids. Je voulais vous montrer qu'en réalité, en Vendée, vous avez des cloches, quasiment plus de 80 cloches de plus d'1 tonne. C'est déjà, vous ne vous rendez peut-être pas compte de ce que ça fait, mais c'est des cloches qui font plus d'1,10 m de diamètre. Et c'est remarquable, il n'y a pas ça en Charente-Maritime. En termes d'ensemble et de nombre de cloches dans les clochers, voilà, Fontenay-le-Comte, comment se présente un beffroi, comment sont organisées les cloches dans un beffroi. La répartition, vous voyez le monopole au XIXe siècle du fondeur Bollée du Mans. Vous voyez, 68% ici, mais si on ajoute Bollée d'Orléans, on arrive à près de 80%, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'il y a un quasi-monopole, c'est-à-dire qu'il y a des curés prescripteurs et qu'il y a des réseaux, obligatoirement. Les petits fondeurs sont... Ça veut dire aussi qu'il y a énormément de refonte, et c'est ce que je voulais exprimer principalement, c'est que véritablement, c'est la puissance sonore, c'est mis sur une des cloches de la cathédrale de Luçon. Il faut manifester les joyeuses entrées, c'est marqué sur la cloche elle-même, tant dans l'église militante que dans l'église triomphante. Donc c'est pleinement assuré que la reconquête de l'espace se fait au travers d'un certain nombre de cloches. J'avance, une carte des Bourdons de Vendée, vous voyez, qui sont principalement, ça c'est intéressant, placés dans le bocage. On reconstitue plus que ce qu'il y avait sous l'Ancien Régime en réutilisant peut-être du bronze qui avait disparu, ou en tout cas on a la mémoire, ça c'est quasiment certain, je ne lis pas dans les archives, en infra-archivistique d'une certaine manière, on a les mémoires de sonneries qui de l'Ancien Régime étaient prestigieuses et qu'on veut reconstituer après sans doute des épisodes douloureux. Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qui arrive en 2016 dans le clocher de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Il était prévu un bourdon de 5 tonnes comme à Luçon, et puis on n'a pas pu le faire, donc on a fait l'octave au-dessus. C'est déjà une belle cloche, mais par rapport à ce qui était prévu, c'est petit. Les sonneries... Pardon, il faut conclure. 1 minute. Merci. Les sonneries de 3 cloches, les sonneries de 4 cloches, vous voyez, c'est assez différent dans la répartition. Marseille Saint-Radegonde, c'était pour vous montrer qu'on fait des ensembles. C'est ça qui est intéressant, parce que musicalement, on ne fait pas une seule cloche, 2 cloches, on en fait 3 quand on a les moyens. Et ça, c'est le parachèvement d'un édifice. On a restauré l'église, on n'a pas les moyens de faire un orgue, mais au moins, on fait une sonnerie de cloche. Les Brousilles, 4 cloches. Vous avez plus de... Je ne me rappelle plus, c'est plus de 80 sonneries de 4 cloches. Enfin, c'est gigantesque si vous comparez aux départements voisins. Il y a une richesse au XIXe siècle incroyable en termes de patrimoine campanaire. Vous voyez, les Magny-le-Régnier, on est à 2 pas de Luçon. Je ne peux pas douter qu'il y ait une influence. Le curé des Magny-le-Régnier est allé à la bénédiction des cloches de Luçon. Il en est revenu avec un souvenir émerveillé. Il va vouloir la même chose dans sa paroisse. Saint-Denis-la-Chevasse, des cloches mémorielles pour les rappeler les soldats qui sont morts à la guerre. La répartition de l'ensemble des cloches de Vendée, j'ai voulu le faire, le cartographe m'a dit, mais ça ne veut plus rien dire. Si, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le réseau est dense,
Ça veut dire que c'est équilibré et qu'il n'y a pas de trou dans la Vendée. Donc il y a un vrai, même s'il y a un peu plus de densité, notamment dans le sud et dans le bocage, notamment les grosses sonneries du bocage m'ont beaucoup impressionné, ça veut quand même dire qu'il y a un réseau qui n'est pas du tout comme ça dans les autres territoires. Le carillon de Mouilleron en Paretz, 13 cloches, un des rares carillons de la région. Il y en a un autre à Chavagne. 13 cloches, vous voyez une carte postale de bénédiction, c'est au Sable d'Olonne, deuxième bourdon de Vendée, une des 25 plus grosses cloches de l'ouest de la France, 3 tonnes 6, due à Monseigneur Robert du Botteneau, c'est évident. Il y a le cardinal Richard, quand à la Bruffière on met un bourdon en 1904, évidemment qu'il y a la présence de personnes à un niveau national qui permettent d'amener de l'argent. Ou qui impulse les choses, en tout cas. Le règlement de la sonnerie de cloche de Luçon, parce que c'est tout un univers sonore qu'il faut rappeler autour d'un objet, c'est tout un paysage sonore. Je passe. L'horloge de la cathédrale de Luçon, merveilleuse, pas classée, pas inscrite. Une des rares horloges monumentales. Je ne veux pas tout faire inscrire ni protéger, mais quelquefois, avant que les mécanismes disparaissent, ce serait bien de faire attention, parce que certains électrificateurs ont quelquefois des pratiques, mesdames, messieurs les maires. Voilà, je vous en montre un exemple où la moitié de l'horloge disparaît. C'est extrêmement courant. C'est 2 horloges sur 3 dans les électrifications. Je jette un peu l'opprobre, mais j'assume pleinement parce que je les connais, ils savent ce que j'en pense. Et les services de l'État ont tendance à laisser faire parce que personne ne s'occupe de ce qu'il y a dans les clochers et personne ne veut y monter. Donc voilà, je vous dis que, et je vous le montre, qu'il y a des désordres qui sont faits. Des petites cloches de châteaux, notamment, vous avez ça en Vendée avec des accords, le château de Pulto par exemple, mais il y en a plein d'autres en Vendée qui sont remarquables. Cloche civile à La Roche-sur-Yon, très récente, le tintinnabulum de Tiffauges. Voilà, je ne vous ai pas dit bien sûr tout ce que je vous voulais, mais je veux vous faire entendre un court extrait, je ne sais pas si, de Luçon. Elle sonne très très bien, le son est magnifique. « 5 tonnes, 5 tonnes 420, il faut la lancer quand même. Et il y en a d'autres qui vont arriver tout de suite. Vous noterez combien les anses sont... Voilà, je vais arrêter ici. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, cher Arnaud.